top 100 all time. Le top 100. Wow. Enfin là, on va rentrer dans le top 25. Hein. Oui, monsieur. Là, ça picote quand même. Hein. Comme On vous pouvez le voir, s'installe. 27, 26, 25. Hein. Ah. Ça y est. Hein? Là, ça va commencer à chauffer. D'ailleurs, il fait un peu chaud. Ouais, il fait un peu chaud, j'avoue. On s'installe peinard. Quel jour on est, Alex? On est lundi, on est Monday. Le meilleur jour de la... Bah, The Best Day, hein, The Best Day of the Week, évidemment. Tout à fait, vous le pas. savez, ça ne bouge absolument pas, c'est très carré, on mange Gucci tous les lundis, et donc, depuis quelques mois, vous le savez, le top 100 all-time est sur la chaîne préférée de ton joueur préféré, de 100 à numéro 1, on défile tous les plus grands joueurs de l'histoire. Quelle aventure! On les compare, même si c'est pas toujours évident, on compare les époques, les airs, on compare les notre stats, objectivité, les palmarès, enfin bref. Tout à fait. On essaye de voir justement quel a été l'impact des plus grandes figures de l'histoire du ballon orange, ceux qui ont eu à la fois des performances en NBA, mais pas seulement, puisque certains l'ont fait remarquer dans les commentaires. On a aussi un petit peu ce qui s'est passé avant la NBA, après la NBA. J'avoue. Pas que forcément sur les terrains, des personnages globalement énormes. Et parfois, ça crée des débats sans fin, du genre est-ce qu'on doit éplucher ou pas le concombre. Tout à fait. Ou est-ce que Kevin Garnett est devant ou derrière Patrick Ewing dans un classement? Il est devant ou derrière. Ouais. Après, on vous laisse faire vos images tout seul. Voilà. C'est donc le meilleur jour de la semaine et comme vous le savez, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, eh bien il est l'heure de manger. C'est parti, vous pouvez commencer votre assiette. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Alex? En ce moment, faut manger frais. Hein. J'ai mangé des glaçons à l'eau. On mange frais. Oui. Si je me coupe des petites tomates, faut que je les épluche ou pas, Bastien? Non, les tomates, on les épluche pas. Non, mais je sais pas. Bah arrête. Parce que. Éplucher des trucs. Moi, c'est lui qui épluche les trucs. J'épluche les concombres. Out of contexte. Les concombres, les gars. Ouais, bah. Ok. Les concombres. Ça n'a rien à voir. On n'épluche pas les tomates, on les garde comme elles sont. Et tu rajoutes quoi? Un petit filet de. Filet d'huile d'olive, coriandre. De l'ail. Et puis juste échalote plutôt, moi, en salade. Ouais, coriandre. Non, Léon, c'est pas Léon, s'il n'aime pas, ok. Alors, filet d'huile d'olive, échalote, oignon frit. tomate. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la petite boîte qui va bien de maïs, tu vois, avec les tomates. Okay. Et puis là, c'est soit avocat, soit concombre. Et puis, évidemment, si t'as la petite mozzarella qui va bien, mais là, ça commence à être un peu gras. C'est un... Salade, quoi. Knorr, j'adore. Petite salade, quoi. T'as le droit. Quoi, vous n'aimez pas les légumes? Mais si, bien sûr que si. D'accord. Bien sûr que si. Tu as le droit. Évidemment, n'hésitez pas à partager ce que vous bouffez justement en ce moment. Moi, évidemment, avec la température. Blanquette de veau. Hein, on est sur une bonne température. Blanquette de veau avec du riz bien bouillant. Voilà. Nous avons fait justement les places 30, 29 et 28 la semaine dernière. On est rentré dans le top 30. Certains ne sont pas rentrés dans le classement. C'est terrible. Que se passe-t-il avec Kevin Garnett et Allen Iverson? Non, pour ceux qui sont un petit peu en retard. C'est comme ça. C'est comme ça. Certains vont y revenir à chaque épisode. Hein. Non, mais par contre, il y en a dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. 3 nouvelles légendes qui vont être dévoilées, peut-être plus, peut-être 6. Moi, je sais que j'en aurai 3. Alex aussi. On verra si on a de la légende, là, déjà, de toute façon. Là, c'est sûr et certain, c'est de la légende. Comme d'hab, on craque les doigts. On se rappelle bien que l'important, c'est de participer, l'objectivité et la subjectivité. Toujours avoir raison, hein, puisque tout le monde a tort à la fois. Et donc, le concept, il bouge pas. On va prendre les tablettes. Mais avant ça... On répond aux questions? On va répondre aux questions. Tout à fait. Que tu voulais? Je sais oui, pas, si, bien sûr, bien joué. Allez, où? Allez, où? Ouais. C'est un peu dur parfois quand je te fais ça. C'est quoi cette passe? Qu'est-ce que je comprends pas. Caviar No Look dans le dos. Justement, on vous a dit que vous pouvez reposer vos questions et on les a checkées dans les commentaires. On a récupéré certaines des derniers épisodes. Tu es prêt? Vas-y. Première question de monsieur Quentin LR qui nous demande quel coach a eu le plus d'influence sur le top 100? Oh là. Sur les joueurs qu'il a coachés, il y en a quand même certains là. Pat Riley, moi c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, il a touché du monde. Hein. Ouais, mais Pat Riley a touché du monde. Hein. Phil Jackson fait gagner des bagues aux gens quand même. Ah, Pat Riley aussi, ouais. Ouais, moins quand même. Mais oui, mais j'ai l'impression que le nombre de... Je sais pas quel est le nombre de joueurs totaux que Pat Riley a coaché et le nombre de joueurs au total que Phil Jackson a coaché. Il doit y avoir une petite bataille, il faudra regarder. Mais vu qu'il y a eu un peu plus avec succès surtout. Ouais, c'est ça. Parce que t'as touché, si t'es Phil Jackson, t'as touché vraiment en all-time à Jojo, Pippen, Dennis, Kobe, Shaq. Pas mal déjà. 5. Ça fait du monde, mais c'est du très très lourd. C'est du très lourd, mais sans vouloir faire de spoiler. T'en as 5, dont 3. Ils sont pas pour la semaine prochaine. Ils sont pas pour la semaine prochaine. Tout à fait. Pat Riley, tu as quand même touché à du Magic, du Kareem Abdul-Jabbar. Du Wade, du Shaq aussi. Ah non, c'est bien. Ah, bien sûr. Non, il y a du monde. Patrick Ewing. Tout à fait.
Et d'autres petites légendes aussi qui sont passées par là, Alonso Mourning aussi, qui était sous les ordres de Riley. Après, évidemment, les Popovic, sinon, il y a Red les Chuck Auerbach, Daly, Red Auerbach aussi, il a touché du monde aussi, ouais. C'est vrai. Don Nelson. Ouais. Don Nelson aussi, ça a touché touché tout le 2-3 monde, lui. personnes. Et pas que du monde. Ok, ouais, d'accord, ok. Voilà, pour les entraîneurs Donc, en du Phil tout cas, Jackson ou du Pat Riley en pôle, quoi. je pense que c'est ces gars-là, on est d'accord. Très bien. Je pense aussi. Question suivante. Ah oui, très bonne question de Jaibé qui nous demande. Les gars, faut qu'on se mette d'accord. Et les filles, d'ailleurs. On monte ou on descend dans le classement? Alors moi, c'est très clair depuis le début, ça allait un peu moins sur ma droite. Et toi, c'est quoi, toi? Mais on descend, on va de 100 à 1. On descend les numéros. Ben, de 100 à 99, tu On descend les descends. numéros, mais on monte en qualité. Pardon. C'est pas si clair que ça, je suis désolé. Ça descend fort. Moi je dis on monte. Ouais, Merci. pareil. Ah, en plus, Bah non, toi, t'as dit on descend, mais non, toi. mais justement, j'ai fait, c'est une blague parce que Ouais. depuis le début, je dis on monte. Ah bon? Donc, ben oui, bien D'accord. sûr. Bon, bah moi, je suis pas sûr. Tu dis quoi? Moi, je pense quand même qu'on monte. Ah, on monte dans le classement. Mais quand tu dis on descend le classement, ça tient la route aussi, vu que tu descends les numéros. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas, Voilà. Alex vous fera descendre de 27 à 25. C'est vraiment des questions avec des faux débats, ça. On ferait mieux de débattre sur KG Oui. ou Patchouli. Question de Nathanaël Atia qui nous demande Sean Marion au prochain épisode ou dans 2 semaines, les gars? Alors pour Sean Marion, j'ai un J'ai un top 200. doute. Ouais. Faudra attendre le top 200, je pensais encore. Moi, je Au pensais Cops. dans. Si, c'est peut-être quand même. Moi, je pense que c'est dans le 3 semaines. Hmm. Sean Marion qui tombe. Dans 3 semaines, il y a moyen. Renaud Glaze qui nous demande bonjour, petite question. Avez-vous vu passer un top 100 identique ou se rapprochant beaucoup du vôtre sur Twitter ou une autre plateforme? Continuez comme ça, vous faites kiffer. Ouais, j'en ai vu des top 100 où je me suis dit, tiens, ouais. Moi, je j'ai sais des pas, top toi. 10 très très Je proches. suis. Ouais, bah, le top 10, déjà, c'est un peu normal le top 10, puisqu'on a quand même. On est quand même souvent sur un échantillon de 10 joueurs qui se ressemblent très fort. C'est-à-dire que sur top 10, t'en as au moins 8 en commun avec les gens. Bon, arrête tes conneries. Autant les joueurs peut-être, mais non, mais je parle des spots. C'est très dur Après, un d'avoir. jour, j'ai vu un LeBron, un Jordan hors du top 5. J'étais Non, là mais ça, genre, stop. waouh, ok. J'étais là genre, d'accord. Stop. Donc là, on est quand même sur un truc. Ben oui, c'était pas tombé sur Jerry Cross. Moi, je suis tombé sur certains. Je crois qu'il y a une ou deux personnes que j'ai vues sur les réseaux sociaux qui, vraiment de 1 à 10, n'ont pas seulement les mêmes joueurs, mais ont vraiment le même ordre. Dans le même ordre. Ouais. Non, mais de la probabilité, tu vois, genre sur, Ça, c'est entre fort. 10 et 20, je pense que c'est plus tendu qu'entre 1 et 10. Parce que entre 1 et 10, je pense que la probabilité que, par exemple, qu'on ait les mêmes joueurs, pas forcément dans le même ordre, mais déjà au moins la même base de joueurs, elle est assez forte. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ressemblant, ça arrive, ouais. Tout à fait. N'hésitez pas d'ailleurs à balancer le vôtre, comme ça on pourra comparer et mieux répondre à cette question. Question de Roméo Boulanger, la vraie question que tout le monde se pose, comment imaginer un monde post-top 100? Bah top 1000. Ah, on va faire le top 200 d'abord. Non, il y aura... Mais c'est vrai qu'un jour, on devrait faire un top 500. Tu sais, un truc genre 10 par 10, les premiers épisodes et tout, on rigole. Ça se marque rigole. très fort à ma droite Non. et ça crie très fort à ma gauche. Un top 500. Mais moi tu le Tu sais... démarres 10 par 10. Déjà, rien que le tableau Excel pour préparer ton top 500. Alors, déjà... Alors attends, bouge pas, je scroll. Dans l'ordre de ce qui a été mentionné, les gens avaient mentionné le top 100 des pires joueurs all-time. Et on avait été très très chaud là-dessus, la question avait été posée il y a 2 mois. Est-ce que c'est un top 100 quand même ça? C'est plutôt un Top top 100 30, all-time, ou un des top pires 20, joueurs top de tous les 20, temps. top 20, top 100. Ouais. Moi je suis chaud. Ah, Ça risque d'être un peu chier, répétitif, ouais, mais je suis très chaud. chier, quand même. Et après par contre non, Léon s'en parlait notamment parce qu'il y avait eu certains qui en parlaient Le top là-dessus. 500. Non, une fois que le top 100 sera fait, peut-être qu'il y aura aussi une émission post pour essayer de voir Ah un peu oui, tout pour ça, reparler voir ce que ça tout peut ça. donner dans tous les sens, et essayer de débriefer parce que ça va transpirer très très fort. Question de David Arnaud. Celle-là je l'aime beaucoup. Vas-y. À votre avis, quel joueur ou quel type de joueur aura le plus d'écart dans vos classements respectifs? Là maintenant qu'on est dans le top 25 là. Mais là maintenant ou avant là? Là à venir là. À venir. Je sais qu'on a déjà eu des désaccords. Oui, mais est-ce que ça va se traduire réellement par des gros écarts de place après dans le top 100? Il y a un moment donné où Vita, écoute-moi, faut genre que je te parle. t'es obligé quand tu parles de greatness, il y a un moment donné où il y a des ranges quand même. Moi je pense qu'avec le Shaq on va avoir des écarts. Tant que ça? Bon, je pense pas moi. Moi je pense fais que du sur le teasing. Shaq. Je pense qu'on aura 2-3 places d'écart à tout péter, peut-être même pas sur le Shaq. Rendez-vous la semaine prochaine. Non. Moi, je pense qu'on peut ne pas être copains sur du. Je sais pas où t'as mis Kevin Durant. Je sais pas où Ah bah t'as je sais mis très bien où je l'ai mis. David Robinson.
pareil. Je pense qu'il y a moyen que genre on ait des écarts. Après, vu qu'on rentre dans le top 25, ça va pas être des écarts de 10 non plus. Hein. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a déjà eu des écarts de 10. Oui. Non, mais là c'est impossible. Mais sur... Ah si, mais ça va. Donc la discussion va être nerveuse. Ouais. Genre, là on va changer. Comment ça, t'as mis Shaq en 21 ? Dis donc, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ça fait bizarre. Non, mais ouais, non. On verra sur cela, mais à mon avis, il peut y avoir certains petits désaccords sur ces quelques légendes. Question de Raphaël Frost. Puisqu'on a parlé de Peyton, dans quel range vous évalueriez son compère Sean Kemp ? C'est vrai que Sean Kemp a fait partie, en tout cas dans mon tableau Excel, de cette espèce de cut chez les ailiers forts. Ouais, je suis d'accord. Il discutait avec certains boys, mais je dirais qu'il est dans le range 140 à 150. Je sais pas, faudrait que je le fasse. Pas plus haut. Pas moins bien classé. Oui. Non, bien sûr. Voilà. Dans ce range-là, ouais. Ouais. On est à peu près d'accord. Très bien. Je prends encore quelques petites questions. Pourquoi avoir mis James Harden et Westbrook devant un Klay Thompson absolument énorme et qui compte pour les Warriors ? Franchise player ? MVP, franchise player. Alpha Dog, MVP, MVP, franchise player. Je sais pas si on donne une franchise à Klay Thompson. Je suis pas sûr non plus. Incroyable comme joueur. Peut-être qu'il nous fermera les bouches, hein. Tout à fait. Je suis pas sûr. Moi non plus. Je suis assez d'accord avec cet argument. Non, pas Klay Thompson devant. J'ai pas regardé le pseudo du gars, mais peut-être que Klay Thompson, il est trop loin. Curry Clay Dress 73. Ouais. C'est clair. Non, Klay Thompson, il faudrait que, oui, tout à fait, soit il continue à empiler les bagues et qu'il rejoigne certains gars qu'on a vus, les Sam Jones, d'autres mecs qui ont beaucoup de bagues et qui arrivent comme ça. James Worthy, il était dans un range assez intéressant. Soit il jump, il va aller prendre une franchise et là il fait genre, en fait, je suis Bradley Beal. Ouais, c'est ça, ou même plus que ça. Oui, tout à fait, voilà. Parce que... Non, mais individuellement, je suis Bradley Beal et donc en fait, je peux faire des dingueries en menant une franchise sur mes épaules. C'est pas un alpha mâle, donc c'est pour ça qu'on l'a gardé dans un range, je sais plus. Bah justement, je crois qu'on va montrer 80, le gros tableau. 85, Ouais. 90. On va montrer le gros tableau. Vas-y, fais péter. Léonce, le voici le gros tableau où il y a notamment Klay Thompson qui est là pour ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne YouTube. Vas-y, mets un pouce bleu. Voici le classement d'Alex avec les places 100 à 28. Et voici mon classement avec les places toujours extrêmement subjectives de 100 à 28. On est prêt, on est ready. Ça me fait peur parce qu'avant j'avais l'impression qu'on avait de la marge quand on faisait les émissions de 3 par 3. Je me disais tiens c'est marrant, dans 2 semaines on passe à une dizaine suivante. Là on se rapproche un peu trop du top 20. Alors, ça me fait un peu peur. Tous les 5 ça pique quoi. Parce qu'on vient de rentrer dans le top 30 mais en fait là on il va est pas top 25 ouais, il est pas top 23 ouais. Il est pas top 13 c'est ça. Et donc on est prêt. Alex tu es chaud? La Ceci est une tablette, ceci est un stylo. Et normalement, il y a de quoi effacer tout ce qu'il faut. Vous aussi, comme d'hab, avant qu'on se mette à écrire et à faire nos bêtises, n'hésitez pas déjà à faire le taf sur ce top 100, top 50 ou même top 30 et à nous le partager, histoire qu'on se fasse plaisir. Place alors, numéro 27. Hop. Je suis à l'intérieur. Moi, je suis hybride. Hein. Monsieur Elgin Baylor. Et j'ai mis Monsieur Charles Barkley. Je sens que t'as mis Barkley beaucoup plus haut, toi. Je préfère rien dire. Je préfère rester calme, être tranquille. Elgin Baylor, t'en as déjà très bien parlé la dernière fois, puisque tu l'as mis quoi, 1 ou 2 places avant là. Il est 28ème. Oui, bon, c'est ça. Pas grand chose à rajouter par rapport, vous pourrez aller voir sur l'épisode précédent quand Bastien le met en 28. Clairement, lui, s'il n'avait pas été un chat noir absolu, il aurait pu peut-être avoir 1, 2, 3 bagues, on n'en sait rien. Et vu ses statistiques, vu comment il a dominé son époque, et vu comment, comme tu le disais, c'était un YouTube player avant YouTube, ou ce genre de truc. Enfin, vu toute la hype qu'il aurait pu avoir dans une autre époque et avec des bagues, il pourrait clairement, c'est clairement un mec, on serait en train de dire non mais attends, il sort pas du top 15 et tout. Sauf que c'est un chat noir. Pour compléter le truc de chat noir, je suis allé fouiller un peu. Tu sais quand même que ce mec-là, il y a 3 saisons de suite où il est à plus de 34 points par match. 34 points par match, quoi, tu vois. Genre, là, pas meilleur score, même pas meilleur score, jamais. Il y a comment il s'appelle? Wilt. Il y a Wilt. L'autre, il a joué. Il y avait Wilt, il y avait Oscar, il y avait les Celtics imbattables. Il y avait les Celtics imbattables. Il y avait Wilt individuellement, très compliqué. Il y a eu Oscar et ses triple-doubles. Enfin, l'enfer son époque. C'est compliqué. Hein. Ses stats sont incroyables, mais du coup, son palmarès individuel, bah, en gros, dans son armoire, il a un trophée de rookie de l'année. Voilà. C'est ça qui est MVP du All-Star Game, je crois, il a été aussi. Ouais. Enfin, voilà. Enfin, genre, tu vois l'armoire, quoi. C'est pas une armoire, en fait, c'est un petit casier, tu vois. Il a un petit casier. Il a au-dessus du casier, quand même, comme on l'avait dit, ce record de points en finale NBA, hein, qui
pour être délogé par Devin Booker d'ici peu, mais en tout cas, en l'état... C'est sûr que ça va, Devin Booker va chasser ça, mais concrètement, oui, d'accord, encore 22 points en finale NBA, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas... c'est... dans une défaite, si tu chopes Elgin Baylor, là tu l'assois dans un pouf, je peux te dire que le mec, tu lui demandes s'il préfère faire ça ou gagner la finale, il va dire, je préfère mettre 20 points par match, hein, ça c'est sûr et certain. Donc non, énorme chat noir, qui a aussi eu un léger désavantage, c'est qu'il est arrivé relativement tard en NBA à 24 ans. Il aurait pu même avoir une carrière plus longue et peut-être avoir plus de chance sur sa destination, mais il est arrivé tard à 24 ans, il a eu des problèmes, il y a eu des problèmes à sa fac, il a perdu une année et tout. C'est vraiment un chat noir en fait. Le mec il domine de fou, mais vu son manque de réussite, vu ses stats, t'es obligé de le considérer de manière très, très élevée dans un top 100, dans la greatness, mais vu son palmarès, c'est rédhibitoire. Pour moi, il pouvait pas faire le cut du top 25. Donc voilà, il termine en 27. J'ai longtemps eu dans ce range-là, entre 27 et 32, quoi. Tu peux avoir des joueurs comme ça, qui en fait sont trop forts individuellement. Regardez, hein. D'ailleurs, répondez à cette question, hein, si vous voulez. Des joueurs qui, aujourd'hui, jouent, fascinent dans leur façon dont ils changent le jeu, révolutionnent un peu la chose. Ça gagne pas. Visuellement, mais ça gagne pas. Ça peut aller en finale de conférence et aller en finale NBA, mais tu n'as pas la bague au bout. Puis pas MVP non plus, puis pas meilleur scoreur, puis pas meilleur rebondeur, et puis pas ceci. T'as rien, quoi. Ton palmarès, ta fiche Wikipédia, là, il y a rien, quoi. Tu vois, il y a pas de palmarès. Mauvais endroit, mauvais moment, parfois, souvent, avec Elgin Baylor, Dieu sait si dans une ère où on adoubait totalement les intérieurs, être un ailier capable de jouer parfois ailier fort, mais ne pas être pivot, c'était vraiment compliqué. Il fallait être soit Bob Cousy, soit un logo pour essayer de se faire applaudir un peu plus que la norme. C'est vrai. Et compliqué encore, Jerry West, ça lui a pris du temps aussi. Hein. Ah, putain. Par exemple, pour prendre lui comme exemple. Il a failli être un... Attention, ça aurait pu être un bon gros loser. Il n'est pas passé si loin. Jerry West qui a failli faire le top 100. Il y a des gens qui font les vaisselles. Wow, je me suis coupé. Non, évidemment, Elgin Baylor, personnage très, 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 très mystérieux de cette histoire de la NBA, je suis bien d'accord. Parle-nous de Charles Barkley, que t'as mis que en 27. Ah, que en 27 je l'ai pas en 27, donc c'est que je l'ai plus haut, à moins que je l'ai pas dans mon top 100, mais là je pense quand même que... Très bien. Monsieur Charles Barkley, dont je peux parler, et même je me permettrai de mettre des prémices, et vu qu'il sera top 15 à peu près chez toi, je te laisserai du coup continuer l'argumentaire. Le Chuckster... J'en parle fin septembre. Le Chuckster qui est une espèce de pareil, on peut dire, même si c'est pas dans les dimensions qu'on connaît aujourd'hui, de freak, qui est un espèce de freak de ça. C'est un freak pendant son époque, pendant son ère. Il va rien avoir du freak là. Qui va tomber là, dans les jours et les semaines à venir. Quand t'es top 25, à mon avis, il a peut-être été gâté par la nature. Ouais, c'est ça, voilà. La loterie génétique a fait bingo. Donc tu fais pas souvent 1m80 pour 72 kilos. Quoi. C'est ça. Pour les genoux qui voient Zion Williamson et se disent genre, oulala, comment ça se fait, tu changes les limites physiques, les lois de la nature, etc. D'avoir un joueur aussi petit, Charles Barkley, 1m96, sur Wiki. Ouais, franchement, Jordan le regarde largement dans les yeux à l'époque et même il baisse un peu, il est peut-être plus petit que Jordan, franchement. 1m96 pour ce booty et ses hanches, et vraiment c'est un ailier fort. Tu t'attends pas à ce qu'il saute comme ça. Hyper viril, et c'est vraiment la meilleure image, c'est vraiment le bourdon en fait que vous voyez, petit animal énorme avec des ailes et qui monte, et tu te dis comment ça se fait qu'il peut aller aussi haut. Et en fait Charles Barkley c'est ça, c'est comment un gars avec de telles dimensions physiques peut être aussi bon au rebond, dominer autant en intensité. Oula. Je crois que c'est Charles Barkley qui vient de prendre un bon. Ouais, il est pas content de sa place. Il est pas content du tout. Mais oui, pour le coup, Chuck, je mets juste les bases parce qu'après la carrière, nombreux sont ceux qui l'ont vu. Je mets de côté le commentateur TNT et tout ce qui a pu passer, et même le pitre quelque part qu'il a pu être aussi d'un point de vue médiatique. Je mets en avant plutôt le joueur, la panoplie complète, le fait qu'il était formé par Moses Malone et que ça l'a énormément aidé au début à Philadelphie pour devenir vraiment un homme, comme il le dit de lui-même dans son speech de Hall of Fame, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et donc Charles Barkley qui va au début arriver dans une équipe de Philadelphie où tu ne peux pas faire concurrence avec les Julius Erving, Moses Malone, Mo Cheeks, si je dis pas de bêtises, qui sont déjà là au moment où Chuck arrive. Compliqué. À Philly, t'es obligé de t'intégrer. Ouais, mais ça met peu de temps. Donc on prend vite quoi. Dès son année de sophomore, on dit oh là. Ouais, on va peut-être changer un peu l'équipe. Ouais. Malheureusement, il y a des défaites en play-off avec Philly. Il y a des relations aussi qui commencent à devenir compliquées avec la fanbase. Caractère de merde, le Charlie. Hein. Et surtout, caractère de merde, tout à fait. Ça crache sur des jeunes filles. Ça envoie des kicks un peu à droite à gauche. Avec ses coéquipiers, il a pas toujours été... Avec les coéquipiers, il a été vraiment... exemplaire. Tout à fait. Souvent,
juste les quelques points que je voulais mettre en avant, et après on pourra discuter de Chuck quand tu le mettras, en effet, top 8. C'est juste, souvent on met l'accent sur ce qui s'est passé à Phoenix, cette saison de MVP en 93 qui est extraordinaire avec les finales NBA, etc. Il était déjà très très fort. On aussi, oublie qu'à la fin des années 80 avec Philly, non mais je veux dire, le classement des MVP de 90, on est dans le short de Magic Johnson et on est avec Michael Jordan. Et tu as tout, point, rebond, passe, interception, compte tir à 3 points, domination totale. Le meilleur marqueur de la Dream Team de 92. Combien de... Polyvalence hallucinante. Combien de saisons de suite en double-double ? 15, c'est un record NBA. C'est un record NBA, hein. Checker les Duncan, les Garnett, 15. Et avec les Ewing ou autre ou quoi. C'est 16 saisons, donc 15. Il n'y a que la première en fait où il n'est pas en double-double. Et les 15 suivantes, c'est 15 saisons de suite en double-double. Dans le prime qui dure à peu près 8-10 ans, c'est du double-double. C'est pas 12-10, c'est 25-12. Hein. Bien sûr. Et avant de venir justement sur les points négatifs, à titre perso, pour ceux qui ne le sont toujours pas fait cette vidéo ou surtout ce match, ouais, tout à fait, mais des négatifs. Bah t'en as déjà donné pas mal là en fait. Ouais, mais des positifs aussi. J'ai un joueur extraordinaire qui fait quand même partie dans la discussion des meilleurs ailiers forts de l'histoire. Tu le mets, il est assis à table sans problème. C'est même celui qui ouvre le plus sa gueule. Après, est-ce que c'est celui qui a le droit de le plus se parler ? Qui mange le plus aussi. En tout cas, celui qui mange le plus et qui met le plus de tartes. Si vous vous êtes toujours pas fait ce match, à titre perso, un de mes matchs référence all-time de Je suis un patron. Et dans un match décisif, j'arrive Game 7, 93 face à Seattle. Il y a le 5 et le 7. Hein. 44 points, 24 rebonds. Le 5, c'est très très sérieux. Bien sûr. Mais Game 7 à Phoenix, 44 points, 24 rebonds. Aujourd'hui, quelqu'un fait ça, un MVP qui fait ça pour emmener son équipe en finale NBA. Phoenix en l'occurrence, donc coucou Devin Booker. Si tu fais ça, c'est énormissime. C'est un patron, Barclay. Donc, à ça, j'ajouterais juste en positif le fait que ça a été un personnage tellement marquant de la culture NBA dans les 80s et 90s, la pub mythique avec Nike, I'm not a role model, c'est-à-dire que Charles Barkley n'est pas juste un athlète, c'est aussi à son air où il montre que les gens qui veulent que leurs gamins regardent de la NBA ne vont pas forcément prendre un mec comme Barkley et dire regarde, agis comme lui. Les parents, prenez vos enfants et soyez responsables, parce que si je vais défenestrer quelqu'un comme il aurait voulu le faire dans un bar, mal parlé. Dans un bar en 97, il voulait défenestrer quelqu'un parce qu'on parle mal à Charles Barkley. Parce qu'on lui a balancé un verre de glaçon dans la gueule. Et le mec prend des risques. Voilà. Il prend des risques, certes, mais Barkley, malgré tout ça, il y a aussi Barkley. Déjà, au niveau du palmarès, on commence à rentrer dans les considérations. En fait, si t'as pas la bague, ça va commencer à devenir très compliqué. Je suis d'accord. Il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas la bague, mais ça devient de plus en plus serré. Tout à fait. C'est compliqué. Et puis il y a eu des situations où Chuck m'a rendu ouf, parce que ça va être par exemple certains matchs très très bons face aux Bulls, et puis par exemple cette situation qu'on a vue avec le shoot de Paxson, où en fait c'est Barkley qui parfois prend des risques qui vont être considérés et qui vont parfois bien le mener, et parfois où le leadership est à remettre en question. Ah ouais. Ah, je trouve. Ok, d'accord. Je trouve. Et il y a eu plusieurs situations où Barkley était capable de vraiment mettre une franchise sur ses épaules et en même temps d'avoir les propos qu'il a tenus contre le mec de l'Angola. Ah non, ça c'est propos, je suis d'accord. Ah non, mais c'est en fait quand après, on parle il est drôle. Hein. En fait, c'est après. Quand on prend tout le package de la greatness, il est devenu moins drôle. Quand il était joueur, mais bien sûr, il avait quand même de bonnes punchlines, la pression, tout ça. Mais bien sûr. Tu vois le coup des la pression c'est dans les pneus. Oui, ou le coup des millionnaires black en rentrant dans le vestiaire du All-Star Game. Là, oui, où je pourrais pas être le pire défenseur de NBA tant que Larry Bird sera dans cette ligue. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a plein de Barkley. Il raconte les histoires, il est trop drôle. Mais le trash talker est exceptionnel et toutes les visions qu'il fait et derrière la figure que c'est devenu télévisuel pour le basket est folle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne connaissent rien au basket aux États-Unis, mais qui connaissent Charles Barkley parce que, limite, si je dis des conneries, il voulait être gouverneur en Arizona, si je dis pas de bêtises, pendant un moment. Ouais, pendant un moment, ouais. Pendant un moment. Après, on lui a demandé la capitale de l'Autriche, il a dit Berlin. Du coup, c'était un peu compliqué. C'est une blague. Mais voilà, en fait. Précise. Non, je précise parce qu'il y en a qui vont le prendre. Tout le package, tout le tourbillon est incroyable. Mais par rapport aux critères qu'on s'est mis, je commence à freiner et je dois mettre un mec comme Barkley derrière d'autres joueurs qui soit peut-être n'ont pas été les alpha mâles de leur franchise, mais qui par contre ont été remportés les titres, ont été déterminants dans la quête d'un titre, et parfois chance malchance, on vient de le faire avec KG, on vient de le faire avec Ewing. Barkley fait partie de la liste des mecs sans bague qui sont tombés dans une ère où il y avait un numéro 23, monstre sans bague. Monsieur Charles Barkley. D'accord. Bah c'est bien ça. Je laisserai de de l'espace à Alex parce que je sens qu'il va pouvoir passer en 26. Je sens qu'il va monter. Allez. Tiens, regarde, ça va monter là. Allez. Place numéro 26. Je vous le dis là. Oh putain.
Je reste au même spot. Enfin, le même poste de jeu. Pas moi. D'accord. Monsieur David Robinson. Très bien, j'ai mis Bob Petit. Regardez bien la tronche de Bastien, là. Tu vois, Bastien, là? Tu vois, il est là. Il est en 26, David Robinson, chez moi. Bob Petit, ouais, tu l'as mis là? Je l'avais mis où, moi? Oh, je l'ai pas mis tellement... Enfin, il n'y a pas un gros écart. Tu l'as mis à l'émission précédente, hein, ça? Ouais, c'est ça, en 28 ou... 27 peut-être même. Ah non, 27, c'est cette émission-là, je suis con. Ouais, bon, ok. Tu veux reparler un peu de Bob Petit avant que je me lance sur David Robinson ou... Bah, allez voir, tout à fait, échangeons. Allez voir l'émission précédente où Alex a pas mal parlé de Bob Petit. T'as vu, j'ai réussi à être objectif sur Monsieur Bob Petit, qui est quand même chez les Hawks, et de Saint-Louis. Tout le palmarès a été décrit, hein. All-Star toute sa carrière. On est dans une préhistoire de la NBA, donc pas beaucoup d'adversaires. Premier MVP, le plus grand nombre de MVP All-Star Game, tout ça. Juste vraiment, respectons un peu l'histoire. Bob Petit, je l'ai mis, tu vois, quand je l'ai mis à côté de perso, voilà, tu vois, par exemple personnellement, je l'ai mis sur un truc, je me suis dit bon, Bob Petit ou Charles Barkley, et j'ai mis Bob Petit devant. Juste à une place près, Oui. mais personnellement je l'ai mis devant parce qu'il y a un moment où, quand tu regardes juste le simple fait que dans la dynastie des Celtics, il y a un mec qui s'est foutu au milieu et qui a réussi à remporter un titre, Ça, c'est Bob Petit. Et ça c'est très c'est fort. fort. Et donc ça fait partie notamment des arguments, comme tous les autres que vous pouvez voir dans l'émission de la semaine dernière, qui vont que Bob Petit. Et 26e, mon cher Alex, l'amiral. L'amiral, je l'ai mis en 26. L'amiral fait partie des joueurs qui ont le plus bougé dans mon range entre 20 et 30 là. Entre 20 et 30 quoi, Okay. je fais un range large. Et plus c'était entre 25 et 30 qu'entre 20 et 25, mais il y a des moments où je disais quand même l'amiral, parce qu'en fait, j'adore, hein. Attention, j'étais fan de ouf. Hein. Athlète, tiens on parle d'être freak, bon voilà. bonjour. Voilà. Je vais cracher mon eau. Freak absolu. 14 saisons en NBA, donc c'est pas une carrière ultra longue, mais c'est une carrière quand même bien sérieuse, quoi. Faut dire que lui aussi, j'ai parlé d'Eugene Baylor qui est arrivé un peu tard. À l'amiral, c'est pareil, il est arrivé un peu plus tard que les autres, parce qu'il a fait la Navy avant, enfin tu vois, genre je sais pas quel âge il avait quand il est arrivé en NBA, mais... 23, 24. C'est ça. En gros, il est déjà dans son prime, donc Ouais, l'amiral, quand il arrive en NBA, genre t'es là, tu fais... Attends, mais il était temps qu'il arrête la Navy, lui, qu'il vienne sur les parquets, parce que l'autre... Enfin, allez voir les lignes statistiques des premières saisons de l'amiral, c'est-à-dire là, la fin 80, début 90, c'est monstrueux. Les lignes statistiques sont monstrueuses, c'est all-around, ça défend. D'ailleurs, il a été meilleur défenseur de l'année, il a été MVP. Le club est très serré. Le club est très serré, tout à fait. Il a été meilleur scoreur, il a été meilleur rebondeur. Très serré. Il est all-around, il est capable d'être dominant dans un peu toutes les catégories. Ouais, je vois pas trop de catégories. Bon, la passe, mais c'est un pivot, donc on s'en bat un peu plus. Enfin, tu vois, c'est pas. Bah, sauf quand tu fais un quadruple double. Non, mais il était pas mauvais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il était pas, c'était pas son rôle numéro 1. En plus, il jouait avec Avery Johnson, quand même un grand meneur. Donc. Vinny Del Negro. Donc, joueur immense, joueur énorme, athlète plus. Que je peux pas mettre plus haut. Parce que par contre, tu vois, tu viens de parler de Charles Barkley, le patron qui t'a pas trop plu et tout. Bah putain, moi, s'il y a bien un truc que j'ai reproché à David Robinson, c'est ça. Ça fait quoi les Spurs avec David Robinson à leur tête? Une finale de conf, l'année où il est MVP, tout ça pour se faire... Même plus, j'allais dire déboîter, mais à ce niveau-là, c'est même plus déboîter, c'est se faire massacrer par Hakeem Olajuwon, qui était pas content de pas avoir eu le MVP. Enfin, l'histoire, on la connaît. Après, le mec, il est 6ème en régulière aussi, donc à un moment donné, voilà. Autant David Robinson m'a illuminé les yeux dans les années 90, j'étais là genre, mais ce joueur, mais c'est un truc de fou furieux. Genre, il fait combien déjà? Tu sais, j'étais là avec mon 5 mal. Putain, il fait 2,15, merde. Putain, mais il court plus vite que Gary Payton. Enfin, bref, voilà. Autant. C'est quand qu'il a pris ses responsabilités en patron, David Robinson, en fait? Alors ouais, il a 2 bagues, mais il a 2 bagues avec Tim Duncan à côté. C'est Tim Duncan le patron quasiment tout de suite, c'est lui le meilleur joueur. David Robinson a cette qualité exceptionnelle. Faut accepter de laisser un coéquipier incroyable. Non mais coéquipier incroyable. Spurs mode. Je veux dire, les Spurs, c'est Popovich et Duncan. C'est vrai que si t'as pas Robinson au début quand Duncan arrive, c'est peut-être pas pareil. Je suis tout à fait prêt à le reconnaître. C'est le leadership qui te fait passer Charles Barkley devant David Robinson? Parce que David Robinson est donc derrière Charles Barkley dans ton classement. Ouais. Ok. Pourquoi? En partie pour cette raison-là, je trouve que David Robinson, j'ai beau chercher, je vois pas à quel moment je me suis fait waouh, le patron quoi. Sur des régulières incroyables, ouais, mais sinon non.
et des régulières incroyables. Là, maintenant, on est dans des joueurs, ils en ont tous des régulières incroyables. Bah là, tu vois. Enfin, après, je dis pas que Robinson, moins incroyable, le mec a fait des trucs avec 4 contres et tout, c'est un grand malade mental. Les lignes de stats sont hallucinantes, la domination au poste de pivot, et en plus, il y avait du monde, parce qu'il fallait se fader Ewing, Mutombo un peu jeune, mais Ali Olajuwon et tout dans son prime. Ça a baissé assez vite, après, c'est aussi dû à l'arrivée de Duncan, je pense. Tu vois, mais ça a quand même baissé assez vite. C'est-à-dire que le vrai top niveau, entre le fait qu'il arrive tard et le fait qu'il y a Duncan qui arrive en 97... la durée de carrière n'est pas énorme. C'est pas 14 saisons, mais sur les 14 saisons, t'as 6-7 vraiment énormes saisons. Ouais. Vraiment énormissime. Mais voilà, après, derrière, il se positionne, il se met en retrait. Et dans mon classement, ouais, ça joue un peu contre lui. Je trouve que... Toi, tu me parles de bagues. Alors évidemment, David Robinson, il en a 2. Rien à dire là-dessus. Dans lesquels il est ultra important. Je suis pas en train de dire que David Robinson, genre c'était un ring chaser. Au contraire, même, je pense que sans lui, ça aurait pas été la même histoire, je le répète. Ah ouais, clairement. Mais pour moi, c'est pas un patron. C'est pas un patron, c'est un patron technique, mais c'est pas un patron ni vocal. Et Barclay, t'avais le sentiment que c'était un vrai gros patron. Barclay, il y a plein d'exemples que je te sortirai quand je parlerai de Barclay, où faut que le patron il prenne ses responsabilités et il tue l'adversaire. Tiens, demande aux Spurs de David Robinson en 93 en demi-finale de conf, qui sait qu'il les défonce au match 6 ou 5, 6. Ouais, tout à fait. C'est Barclay, quoi, il prend ses responsabilités en fin de match et il prend un mi-distance compliqué un peu... Enfin, c'est pas un très bon tir, entre guillemets, aujourd'hui avec les stats avancées et tout ça. Oh, c'est quoi ce tir et tout. N'empêche qu'il est au fond et boum, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose que c'est quelque chose à laquelle je donne beaucoup de valeur aussi. Alors ouais, Barclay, c'est vrai qu'en 93, il est MVP avec les Suns, meilleur bilan, bref. Et qui gagne pas le titre. Mais Robinson, quand il a été MVP avec un très gros bilan, en fait, il est même pas allé en finale NBA, tu vois, si on veut aller par là. Donc à un moment donné, il a fallu faire des choix. Et sûr. Donc l'amiral... Il est 26, il cut pas le top 25 chez Bibi. Donc les fans des Spurs, allez-y. Mes DM sont toujours fermés par contre parce que je peux pas. Il a mais mettez-moi des mentions. Non, ils ont toujours été fermés. Mettez-moi des mentions. Enfin, pas fermés, mais bref. Non, mais c'est intéressant. Mettez-moi des mentions, donnez-moi votre avis. Je veux bien, parce que ça, je pense que c'est une vraie discussion intéressante. C'est pas la seule, mais c'est une des vraies discussions intéressantes. C'est jusqu'à quel point tu fais monter ou descendre, vous m'avez compris, mais tu mets de plus en plus haut David Robinson dans un classement comme ça, alors que en tant que patron, putain, waouh, il y a quoi il y a des quand même, enfin je veux dire, il y a des campagnes de playoffs qui vont en mid-conf, quoi. Ah bien sûr. Alors, il avait pas un supporting cast de malade, on peut lui trouver plein d'excuses, mais n'empêche que voilà. Ce qui me travaille un peu, c'est que c'est comme si j'avais l'impression qu'à partir du moment où Barclay a participé à une finale NBA, c'est-à-dire que c'est bon, en tant que patron. C'est-à-dire que c'est bon, lui il l'a fait, Robinson ne l'a pas fait, donc c'est mort. Mais en fait, Barclay, il y a des grosses casseroles aussi derrière en tant que leader. Enfin, je veux dire, il y a une finale NBA, c'est très bien, mais il est là dans les gros games. Avec Philly, il y a quoi ? Avec Philly, il y a des demi-conf. Avec Philly, c'est un peu un David Robinson. Il y a du sweep du premier tour. Ouais, comme David Robinson, il y a du premier tour et de la demi-conf. Par contre, lui, il a réussi à un moment donné dans sa carrière, avec les clés, à faire quelque chose que David Robinson n'a jamais réussi à faire. Voilà, c'est ce que je pense, et je pense que dans les gros games, moi je prends Charles Barkley et pas David Robinson. Clairement. Voilà. Et est-ce que Chuck aurait fait cette espèce de move justement quand Duncan arrive ? Pas sûr. En plus, c'est le même poste plus. C'est non, pas mais sûr. Tu vois, s'il y avait un pivot de ouf tout à fait à David Robinson. Je dis pas tort ou raison, en fait, c'est deux écoles. Coéquipier, incroyable. C'est deux écoles, c'est que j'ai l'impression notamment, et c'est mais tu vois mon raisonnement, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non seulement je le vois, je le comprends, ça confirme aussi parce que je te connais aussi depuis longtemps, donc ça me rassure aussi parce que je sais comment tu abordes aussi ce genre de choses. Mais j'apporte ça derrière en attendant de voir justement où Chuck est dans ton classement parce que c'est là qu'on a aussi vu certains joueurs qu'on a classés récemment en se disant il n'était pas capable de s'ajuster à son roster et à ce qui se passait pour devenir un champion. Et ça fait partie de ma définition de la greatness. Quand on a parlé d'Iverson, sur ce plan-là, Robinson est titulaire et Barclay. Sur ce plan-là, Robinson est supérieur à Barclay. Sur le patron pur, alpha. Bon, comment je prends Barclay tout le temps en fait. Très bien. Bien sûr, très bien. Eh bien, monsieur David Robinson est 26e. 26e, ouais, il est bien là. Ah bah parfait, moi j'ai mis Bob Pettit, tu vois. Donc on est bon. On va pouvoir passer en place numéro 25. Je suis curieux de voir ce que t'as foutu en 25 par contre. 25, qu'est-ce que j'ai fait ? 25, ouais. Attends, parce que sinon les gens vont voir.
J'ai changé de poste. Je suis à l'aile. Ah bah il est là. Monsieur Charles Barkley, il est en 25, donc juste... Je pouvais pas le sortir des 25. Charles Barkley, quoi. Je veux dire, il est petit quand même. Oui. Le plus petit le plus petit joueur à avoir gagné le titre de meilleur rebondeur d'une saison. Avec 14,5 ou quasiment... Dans les années 80, il jouait à côté de... il jouait plus à côté de Moses, je sais plus. Tiens, non, il devait être avec... comment il s'appelle? Enfin, déjà, à côté de Moses, il en prenait déjà beaucoup. Hein. Prendre beaucoup de rebonds. Il devait avoir Mahorn. Peut-être. Voilà, de toute façon, voilà, il est incroyable. Il a changé les règles, Charles Barkley aussi. Il a changé les règles. Les mecs ont fait, merde, faut changer un truc là. Tu vois, genre, c'est quand même... Attends. Ah, mais bien sûr. En gros, c'est pour ça aussi. Donc, comme ça, je peux continuer sur Barkley. Comme ça, après, tu pourras nous parler d'Irving, dont on n'a pas encore parlé du tout. Dont on n'a pas encore parlé, Dr. J. En tout cas, je suis juste, avant que je te laisse, je suis quand même content qu'il soit dans un... Ouais. Ils sont dans le package. Non, j'avais peur que Barkley soit mais quand Barkley, il a pas de bague. Alors, je vais pas le foutre 12e. À un moment donné, il l'a pas gagné en 93. Là, il est tombé sur... il a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Là, l'action, effectivement, t'as raison de la mentionner. Il fait peut-être pas la défense qu'il fallait. N'empêche qu'il fait quand même ses finales. En plus, il a été blessé au coude et tout. Il donne quand même tout. Et il permet quand même aux Suns de pousser les Bulls dans des retranchements. Genre, tu sais, à un moment, on avait eu ce débat où je disais Barkley, c'est peut-être celui qui est passé le plus près, entre guillemets, de fumer de Jordan. Ça se défend, tu vois. Il est pas passé loin, quoi. Les Suns sont passés pas loin de battre les Bulls. Oui, bon, alors les Suns passaient pas loin de battre les Bulls, mais du coup, on aurait forcément dit putain, Barkley titulaire, Barkley franchise, il l'a fait, quoi. Bon, voilà, il l'a pas fait. Mais ça reste pour moi un vrai franchise player, alpha male, patron, qui a été MVP, qui a fait avec son meilleur bilan, qui a été en finale derrière. Lui aussi, c'est un athlète plus, comme tu l'as dit, complètement différent de Robinson, parce que voilà. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait, 20 cm d'écart, mais celui qui fait 20 cm de moins fait limite 15 kg de plus, quoi. Ouais, et puis le dimanche, il y en a un qui va à la messe, et dimanche, il y en a un qui est en train de décuver, quoi. Ah bah, et puis de bouffer des pizzas, et puis attention à la nourriture, Barkley, il racontait comment Moses Malone lui courait après au début de sa carrière, il dit mais qu'est-ce que tu fais avec les pizzas et tout, il fait bah quoi, je fais ce que je veux. Bouffe des pizzas. Tu vas bosser avec moi. Donc, mais vraiment, Barkley, des grands matchs au bon moment, il en a fait plein dans sa carrière. Vraiment, en play-off, notamment rien que sa campagne de play-off. Je garderai en fait, certains des arguments. Rien que sa campagne de play-off 93, pour moi, fume toutes les campagnes de play-off de David Robinson, en fait. Oui, après une carrière, ça se résume pas qu'à ça. Non, mais tu parles de grands matchs. J'en ai pas de grands matchs de David Robinson en play-off. Il y en a sûrement eu quelques-uns, mais des décisifs qui font vraiment gagner l'équipe, j'ai pas trouvé. Donc, je les garde pour quand il sortira. Donc je l'ai mis juste devant. Après, tu vois, comme tu peux constater, 26e Robinson, 25e Charles Barkley, parce que Bastien va nous mettre Robinson en 14, on va tous voir flou aussi à un moment donné. Donc voilà, qu'est-ce que je... Non, t'en as bien parlé. T'en as bien parlé. Comment ? T'as plein de choses à dire quand même sur Barkley, je pense. Disons que c'est un joueur... Lui, pour le coup, j'ai vraiment les boules qu'il n'ait pas de bague. Parce que par rapport à nos critères de greatness, il y a un moment où tu vois là, malgré sa carrière immense, on l'a dit, 15 saisons de suite en double-double, le plus petit rebondeur, machin, gros scoreur, all-around, il y a des saisons de Barkley à 5 passes de moyenne, genre, enfin tu vois, genre, il faisait pas que de bourriner au scoring et de prendre des rebonds. En fait, il interceptait pas un défenseur incroyable, un défenseur... plutôt bon aux interceptions, mais pas un gros protecteur de cercle. Après, il avait pas toujours le jeu, enfin, c'était pas un pivot, quoi. Donc, voilà, là-dessus, c'était pas forcément son point fort. Lui, il était plus dans l'intensité, dans le volume de jeu, dans comment il pèse dès qu'il est sur le terrain. En fait, je trouve que Barkley, c'est un joueur, quand tu regardes des matchs, quand il est sur le terrain, il crève l'écran. Barkley Prime. Parce qu'il est pas aussi comme tout le monde. Et voilà, c'est ça, il crève l'écran parce qu'il est bizarre, quoi. Il est chelou, tu te dis, attends, c'est quoi ce gars-là ? Il est gros et tout. Il est gros, PJ Tucker. Oula, PJ Tucker. En fait, PJ Tucker, il peut prendre le rebond à l'horloge des 24. Sur Rudy Gobert. Partir en dribble. Et faire une passe dans le dos, par exemple. Une passe dans le dos de 8 mètres, quoi. À un mec qui est tout seul sous le cercle. Ah, bien sûr. À ce niveau-là, il est incroyable. Il a des énormes records en scoring aussi. Enfin, tu vois, il a mis des énormes perfs de scoring à beaucoup de gens. En play-off, pas forcément en régulière quand ça joue plus. Non, mais tu sais très bien ce que tu avais comme chiffre en tête. De quoi ? Pour les énormes perfs au scoring.
De quoi, les 70, 70 ou 71 Robinson, je sais même plus. Je sais pas. Mais bon, Ah non, mais je t'ai dit, c'est quand ça sortira, vas-y, je t'en prie. Mais il y en a, on va attendre longtemps, c'est pour ça que C'est pour ça, prends ton temps. je préviens. non, mais avant que tu sortes. Donc voilà, moi, la carrière de Barkley, pour moi, elle est en 25. Le personnage, le joueur, l'alpha mâle, les stats, le trophée, il est quand même MVP de régulière. Lui, pour le coup, j'allais dire son casier n'est pas vierge, mais c'était un peu ça qu'il faut dire pour Barkley en fait. Son casier est pas vierge. Il a la Dream Team aussi quand même. Il a Dream Team, il est sur 16 saisons, il est au moins 10 ou 11 fois All-Star. Quasiment à chaque fois, il est en All-NBA Team. Il a été MVP All-Star Game, je pense. Certainement. Je l'ai pas noté. Mais c'est le genre. C'est le genre. Ouais, c'est le genre, la vérité. Voilà, Sir Charles, appelez-le comme vous voulez, The Chuckster, The Chuck Wagon, The Roundman of Ribbon. Modifier le jeu, il y a beaucoup de... Changer les règles. Alpha Male, qui a changé les règles, qui a été MVP, qui a mené, malheureusement pour lui, pas jusqu'à la bague une franchise, mais moi je trouve il a pas failli en tant que franchise player. Il a quelques très belles campagnes où, bon, il a pas gagné parce que son équipe est tombée sur une équipe plus forte. Ça arrive à des gens. Et le franchise player d'en face, bon, les finales 93 de Jordan, quand même. Qui pouvait battre ça vraiment? Peut-être quelqu'un, mais peut-être. Jerry Rose. Ouais. Donc voilà, je l'ai mis 25, mon Barkley, il est là, il est bien. Chuck qui est pas content. Puis ce soir, on va peut-être bouffer une pizza pour fêter ça. C'est ça, exactement. Charles Barkley, pour ceux qui ne le savent pas, demandez à tout ce qui est Chris Webber, Larry Johnson, Shaq, etc. Un des premiers gros intérieurs a dit genre attends, parce que d'habitude quand je suis un intérieur, je ne peux que prendre le rebond, le donner à mon meneur, courir à l'autre bout du terrain, prendre position et puis voir si je vais avoir la balle. Barkley montre juste avant la génération hip-hop que tu peux prendre la balle, faire un coast-to-coast, comme tu l'as dit, faire des passes dans le dos, mais aussi monter au tomar et écraser un mec tout le monde. Qui, comme il l'a dit, il prend une fois un passage en force parce que sinon la fois suivante il décède. Il est mort. Tout à fait. Même sans élan, sous le cercle, avec des gros autour de lui, il arrivait à remonter. Et ça, quand t'es tout à fait, quand t'es Shaq, quand t'es Larry Johnson et quand t'es tous les gros de cette génération 90 qui débarquent et qui voient ça, tu arrêtes de faire juste du Bill Russell, Will Chamberlain, Robert Parrish. Il a changé les règles. C'est ça. Il a changé le jeu. Bien sûr. Et au passage, lui, comme David Robinson, qu'est-ce que j'aurais aimé les voir dans la NBA d'aujourd'hui, bordel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah mettez un peu de sérieux à Joel Embiid. Ah oui. Oui. Et encore je suis. Pour Robinson, tu parles. Ouais. Et encore je suis gentil. Il est pas assez mobile. Hein. Bah ouais. C'est pour ça que je te dis encore je suis gentil avec Joel. Il est pas assez mobile. Et encore je suis gentil avec Joel. Robinson, c'est Giannis. Dans la NBA d'aujourd'hui. C'est Anthony Davis et Joel. Voilà. Ouais. Il y a du Giannis aussi, le grand qui court comme ça là. Gaucher. Et Barkley, c'est Barkley, mais dans la NBA d'aujourd'hui, et Barkley, on va voir ce que donne Zion, mais. Ouais, non. Non, mais moi je suis d'accord. Je souhaite à Zion, mais. Non, mais je suis d'accord, c'est pas possible. C'est 35-18, avec 7 passes. Dans la NBA actuelle, au moins. Minimum. Ça fait trop, c'est comme les vieux sur les podcasts en ce moment, genre Jordan il tourne à 74 points de moyenne. Ça y est, Alex il rentre dans la classe de quoi? Barkley dans la NBA il aurait 22 lancés par match. Barbecue chicken. Ça sera 35-18-7. Et en 30 minutes. Dans le système Budenholzer, crois-moi mon vieux, il mangerait Jeff Green tous les jours. Ouais. C'est ça aussi le top 100 all-time. Ouais, c'est bon ça. Et parle-nous de Dr. J. Monsieur Julius Erving. Un des joueurs les plus difficiles à classer de tout mon top 100. Oh là là. Je suis content que tu valides parce que moi j'étais relou. C'était compliqué. La légende top 10 all time. La légende top 10 all time. Oui. Non, bien sûr, top 10 c'est quand t'es pas en forme, quand t'es de mauvaise humeur. Il fait quand même partie des 10 plus grandes légendes de la NBA. Après tu peux le mettre top 5, top 7, etc. Mais bon, il est 10 en fermant les yeux. Légendaire. Après, on ne prend pas que ça, comme on est en train de le dire de plus en plus, on prend tout en considération. Plus on monte dans ce classement, ou on descend comme on l'a dit, plus on monte dans ce classement, plus on va avoir de détails précis, plus on va regarder parfois les palmarès, le leadership, ce qu'il a été capable de faire. Tu vas prendre des joueurs au même poste ou à la même ère et savoir où est-ce qu'ils se situent. Donc Julius Erving, déjà, la légende est incroyable. Peut-être un des noms les plus respectés aux États-Unis en tant que juste sportif retraité qui existe dans même tout sport confondu. Julius Erving est une icône du sport. Jordan le kiffe. Mais ça a été l'icône de Jordan. LeBron a pris son numéro quand il est allé à Miami.
Iverson l'adore, Kobe, en parlait, tu vois, genre. Dans la catégorie des plus grands. Enfin voilà, bien sûr. Dans la catégorie des plus grands gentlemen de toute l'histoire de la NBA, Julius Erving est peut-être numéro 1, en tout cas très bien placé. Je sais pas si Larry Bird serait d'accord avec ça par contre. Wow, ça a été une fois. Et justement, quand il s'est tapé à aller voir une fois avec Larry Bird, c'était vraiment choquant parce que Julius Erving, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est le gentleman, c'est bonjour madame, bonjour monsieur, le rôle modèle typique de ce que les gens voulaient voir de la NBA. Je remets le contexte, on est dans les années 70. Et donc, la NBA souffre parce que quand même en termes d'image, on est sur une ligue à la fois avec une image un petit peu ghetto, de plus en plus de joueurs afro-américains et le public américain. C'est pas très spectaculaire en plus dans le jeu. Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, alors avant que j'en vienne à ça, notamment avec NBA, la NBA, avant que Julius Erving arrive, a une image avec des joueurs, certes de playground et ghetto qui arrivent. Le public blanc, en majorité, a du mal avec ça. Il y a de la coke, il y a de la drogue dans tous les sens. Et donc, c'est difficile pour la NBA de redorer son image, pendant que de l'autre côté, en ABA, Virginia Squires, puis ensuite New York Nets. New York Nets, tout à fait. Julius Erving est, comme je l'ai dit en fait avec Elgin Baylor 15 ans avant et avec Jordan 15 ans après, il faut le voir pour le croire. C'est du bouche à oreille, Julius Erving. Et donc c'est la domination totale athlétique et technique sur le reste de la compétition, mais la compétition c'est la ABA. Et c'est le premier truc qui fait que dans le dossier Julius Erving, je peux pas le mettre beaucoup plus haut, c'est que la carrière ABA est extraordinaire, on est obligé d'y mettre une astérisque, la carrière NBA est très bonne, mais elle n'est pas aussi grande que d'autres carrières NBA. Clairement. Je trouve, personnellement. Je suis d'accord. Et donc, malgré ça, on est obligé de mettre en avant le fait qu'il y ait eu le dunk contest, le tout premier en ABA, dunk de NBA lancé franc, icône incroyable quand il revient en NBA derrière. Tout le monde veut qu'il remporte le titre avec Philly en 81, 82, avec Moses. 82. En 81, il est MVP. 81, il est MVP. Et en 83, il gagne. 3, il gagne, c'est ça, exactement. Et donc, forcément, Julius, le respect fait que je peux pas le mettre, en tout cas, plus haut. Plus bas. Je pouvais pas le mettre au-dessus que 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'étais obligé de le mettre là, en place 25. Plusieurs petites choses. Déjà, dans le jeu en lui-même, domination athlétique extraordinaire par rapport au reste de la compétition et donc capable de gestes comme on n'en a jamais vu auparavant. C'est notamment lui qui révolutionne le côté aérien comme on l'a vu quelques années précédemment avec Elgin Baylor, mais là Julius Erving montre qu'en fait quand tu es un leaper, quand tu montes comme ça autant, non seulement tu peux dominer, mais en plus tu peux devenir une figure à laquelle tout le monde se rallie. Non mais lui il y aurait YouTube. Non mais stop. Twitter. Stop. Et encore il y a énormément de footage qu'on n'a pas. Parce que c'est du genre. On n'a pas beaucoup. On a très peu sur Julius. Les années, c'est pas encore tout filmé et tout. C'est ça. Bien sûr. Allez voir le documentaire The Doctor si vous voulez, qui est disponible sur YouTube, si je dis pas de bêtises, sur Julius Erving, qui est très très bon, tout à fait. En NBA, il y a donc ce titre. Il est MVP en NBA, mais en même temps, moi, en ayant pas mal évidemment lu, découvert l'histoire de la NBA et continué à chercher, je peux pas lui enlever certains points noirs. Les finales contre les Blazers en 77. Où c'est Bill Walton qui roule sur Philadelphie et où en fait, quand il faut finir le deal, Julius Erving il y répond pas présent. Tout à fait. Et tu viens de parler de David Robinson, le très nice guy aussi qui parfois ne tape pas du poing sur la table. Le trop nice guy. Beaucoup trop nice guy. Je suis d'accord. Surtout qu'il avait des jeunes autour de lui, dont le papa de Kobe. Il y avait Daryl Dawkins. Doug Collins. Il y avait pas World Be Free aussi. Enfin, à l'époque, il s'appelait encore. Si, il y avait World Be Free. Ouais, voilà. Tu vois, genre ils étaient tous un peu jeunes et Julius aurait dû être un peu plus le daron. C'est tout. Non, c'est une galère. Julius aurait dû être un peu plus le daron effectivement de cette équipe. Donc Julius Erving a quelques casseroles, très gentil et en même temps. Là, je sors totalement de terrain. La révolution sociale, elle se passe aussi avec Julius Erving, c'est-à-dire d'avoir un athlète noir qui devient l'égérie de marque, alors que c'est un sportif noir dans les années 70, ça casse toutes les barrières. Ah bah ça casse plein de barrières, ça c'est clair. Ça casse énormément de barrières. De mettre Julius Erving en couverture de ta marque de pompe, ta marque de céréales, de boissons ou quoi que ce soit, c'était quelque chose qui était inenvisageable. Et donc, quand t'es la ABA, le ballon bleu, blanc, rouge, le maillot avec les étoiles, le maillot de Julius Erving des Nets qui est peut-être un des plus beaux maillots de l'histoire, le 32 des Nets avec les étoiles. La NBA, ils se sont pas fait chier au moment de la fusion, ils ont pris toutes les bonnes idées de la ABA et puis ils ont dit c'est pas mal ça. Exactement, il nous faut ça plus Julius Erving, tout à fait. Ah dis donc. Et si la ABA survit pendant autant de temps, c'est grâce à un seul homme. Ouais, il y a quelques autres joueurs, mais la médiatisation c'est compliqué. Non, mais t'as Moses Malone,
T'as quelques joueurs corrects. George Gervin, il y a Danny Spencer et Wu. Oui, non, mais bien sûr. Il y a quand même quelques joueurs. Je suis pas en train de dire qu'il y a personne, mais c'est juste que quand on voit les gens qui reparlent de la ABA, un des mecs qui a vraiment permis de survivre et de remplir des salles, c'est Julius Erving. C'est Julius. L'enfant de New York. Beaucoup de journalistes de l'époque disent que... Beaucoup de... Et évidemment, tout à fait, tu as raison de le souligner. Rucker Park, on pourra en parler s'il est dans ton top 100. On verra s'il passe. Qui a été peut-être mentionné dans la TBNL Streetball ou pas, peut-être juste. Bien sûr. Tout à fait, évidemment. Bien sûr. Allez la voir. Lui, il en a calmé des mecs. Dans les années 60, sur les playgrounds, je peux dire qu'il y a un paquet de mecs qui se sont fait calmer. 60, 70. Parmi les journalistes les plus respectés, en tout cas, qui ont couvert la NBA... entre les années 70, 2000 ou les années 60-2000, l'unanimité elle est quasiment là sur aucun joueur n'a eu autant de hype à ce moment où on arrivait en NBA. Au moment où Julius arrive en NBA, après tant d'années de Rucker Park, de ABA, de dunk contest, etc., les gens sont frénétiques. Il y a une espèce de folie qu'il y a autour de ce mec et il fait partie d'un espèce de Mont Rushmore des plus grandes légendes de la NBA, mais en même temps, vu qu'on est dans le classement là des plus grands joueurs de l'histoire, il faut prendre aussi les titres, les bagues, ce que tu es capable de faire sur un terrain. Il y a eu des critiques sur, comme on l'a dit, son leadership, sur sa défense. Et donc voilà, je ne peux pas le mettre plus haut que la place numéro 25. Okay. Si vous le mettez plus haut, c'est tout à fait respectable avec Monsieur Julius Erving. Ok. C'est pas mal. On aura été assez complet là-dessus. On va montrer le gros tableau ? Allez. Les 11, Alex, tu nous as mis qui en 27, 26, 25 ? 27, Elgin Baylor, 26, David Robinson et 25, Charles Barkley. Magnifique, et voici mon tableau. En place numéro 27, nous avions le Chuckster, en place numéro 26, Bob Pettit, et en place numéro 25, Julius Erving. Wow. On a fait quelques grosses légendes de l'histoire. Ah, commence à avoir. Tu vois, si tu dois faire une équipe, là, tu commences à être pas mal. Là, ça commence à être gentil. Tu commences à pouvoir te faire un petit 5 majeur correct, là. Tout à fait. Non, je revois un petit peu, puisque là, après, on va pas non plus faire un grand débat, mais juste pour continuer un petit peu dans la discussion. C'est à peu près cohérent avec ce que tu t'étais mis dans les ailiers forts. Est-ce que c'est rentré en compte quand tu disais, genre, j'ai mis Chuck là, par rapport à un KG, etc. Et du coup, si tu t'y retrouves ? Oui, je pense que je m'y retrouve à peu près sur mon classement des ailiers forts. Faudrait que je le revisionne parce que ça, c'est des top 10 qu'on a fait il y a déjà genre 4 ans. 5 ans. 5 ans. J'ai vérifié. Donc il y a quand même des postes. L'ailier fort, c'est pas forcément le pire. Mais il y a des postes comme l'amen ou le poste 3 où il y a des gens ils sont venus un petit peu modifier le délire. Donc voilà, donc on va voir. Mais non, sur les ailiers forts, ouais, j'en ai encore quelques-uns à placer. Je pense que les gens ont à peu près les noms des ailiers forts qui me restent à placer là après Charles Barkley. Il n'y en a pas non plus 250, donc vous pouvez déjà vous faire une petite idée de combien chez les ailiers forts j'ai Barkley. Tout à fait. Je continue pour rebondir là-dessus, puisque c'est notamment un débat qu'il y avait eu par rapport à Patrick Ewing, Kevin Garnett, on l'a fait récemment. Le cas à Barkley est hyper intéressant parce que qu'est-ce qui fait pour certains, par exemple, que tu mettrais comme on l'a mis, un Barkley devant un Kevin Garnett. Alors que pourtant, à la Patrick Ewing, comme on en a parlé, il n'y a pas forcément la bague. Je pense que c'est une question que soit certains vont poser, soit on puisse poser, parce qu'on est dans cette dynamique-là. Déjà, c'est pour être logique avec moi-même, parce que là, pour le coup, je suis sûr de moi. Ça, je me regarde tous les jours dans la glace. Je me regarde dans la glace, je me dis, bon, faut être logique avec toi-même. Dans mon top 10 des ailiers forts, j'avais mis Barkley devant KG. Oui, d'accord. Parce que pareil, en alpha mâle pour emmener une team, je prends Barkley. Oui. Ouais. Bien sûr que je prends Barkley. Non, ça là-dessus, oui. C'est un critère important pour moi. C'est juste que la bague. Non, en fait, je remets le sujet parce qu'il y a plein de gens, évidemment, qui vont commencer à mettre les bijouteries. KG, moi, j'ai vu beaucoup de choses sur très KG, des gens qui sont pas d'accord avec nous et tout. Et franchement, je suis là chaud. Ouais, ok, c'est vrai, effectivement, j'aurais peut-être dû ceci, j'aurais peut-être dû cela. Mais KG pouvait peut-être aller gratter Ewing, jamais il gratte Barkley chez moi. Moi non plus. Je préfère être clair tout de suite. Ouais, je pense que Barkley quand même reste devant. Et à voir en effet les prochains ailiers forts qui pourraient venir tacler. On le considère quel poste, Giannis ? Ailier fort. Donc effectivement, il pourrait, vu qu'il a, au moment où on fait cette vidéo, il a même pas encore 26 ans, il se pourrait, en 2030, quand on fera le top 500, il se pourrait que Giannis, à l'intérieur du top 100, ait gagné pas mal de places. Ouais, c'est possible. Si t'es 2 fois MVP et que tu commences à faire des finales NBA. Tu chopes une bague ou juste que t'es finaliste. Ouais, tu vois, genre 2 fois MVP, ou genre peut-être il va gratter un défenseur de l'année, il va peut-être gratter un défenseur de l'année, un de ces 4 lui.
Pour été Faut voir aussi pendant combien d'années il peut enchaîner les lignes de stats qu'il est en train de faire là. Parce que l'autre. Est-ce que ça c'est son plancher ou c'est son. Est-ce que c'est son plafond? Est-ce que c'est son rythme de croisière? C'est pas son. Est-ce que c'est genre. Tu vois, donc voilà, non, effectivement, chez les ailiers forts, il y a Giannis, il y a potentiellement Anthony Davis aussi, à voir comment la suite de sa carrière évolue. Oui, tout à fait. Tu as sorti Bob Pettit, moi aussi. On a sorti tous les deux Barclay. T'as juste pas sorti, c'est ça, Irving, et moi j'ai pas sorti David Robinson. C'est là-dessus qu'on. Et sinon, c'est bon, je crois. Hein. Sur les places précédentes, on n'a pas fait de conneries. Se tenir à peu près. Ouais, je crois que sur les 28, 29, 30, ça doit être à peu près carré. C'est à peu près logique, quoi. Est-ce que tu avais d'autres points en tête? Sinon, moi, c'est bon. Je crois qu'on est pas mal. On va laisser les gens avec ça. Finir de manger tranquillement. Un petit yaourt bio là pour finir, ça c'est bien. De la glace à l'eau, c'est très important en dessert. Avec un ventilo aussi. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour rentrer dans le top 25. S'approcher du top 20 en fait, dangereusement. Avec la fameuse place numéro 23 qui risque de faire chafouiner 2-3 personnes. Voilà. Évidemment, T'as mis une Jordan toi aussi? J'ai mis LeBron, ça tombe bien. Dites-nous qui vous avez évidemment dans votre top 30, comme l'a dit Alex. On se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine à vous tous. Mouillez-vous bien la nuque. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Top 100 All Time. Check du coude. Allez, ciao. Voilà.